J'essaye de comprendre et Pétain et De Gaulle. Et je pense que la vraie thèse, c'est celle de l'origine, c'est-à-dire le glaive et le bouclier. Pétain a choisi de protéger les Français et De Gaulle de porter l'étendard de la France. Mauriac le dit lui-même d'ailleurs. Le 13 juin, à Canger, cette fois c'est Pétain qui va faire un grand discours. Et je voudrais vous lire une phrase qu'il a prononcée qui est assez extraordinaire. L'armistice est la condition nécessaire à la pérennité de la France éternelle. Si, je n'arrive pas à bien comprendre. Et puis, comme il voit qu'il y a une tentation dans le gouvernement d'imiter la reine Wilhelmine, qui est passée à l'étranger, vous savez, pour maintenir l'esprit de la résistance extérieurement, le voilà qui va menacer, jusqu'à menacer, ceux qui songeraient à priver la France d'un gouvernement, j'ai dit, dans une heure de désarroi, ce qui serait la livrer à l'ennemi, ce qui serait tuer son âme même. C'est assez audacieux de dire ça. Livrer la France à l'ennemi parce que le gouvernement passerait à l'étranger précisément pour ne pas être soumis à l'ennemi, c'est ce qu'il fait lui-même, c'est ce qu'il est en train de préparer. Et tuer son âme même, mais préserver l'âme par exemple de la Hollande, c'est exactement ce que tente de faire Wilhelmine en étant à l'extérieur. Et voici la menace. Pétain va employer des mots très violents. Il va employer le mot émigrer, le mot désertion. Il dit, si le gouvernement quitte la France, je considère qu'il a émigré, qu'il est un déserteur, le gouvernement ne sera plus reconnu comme tel, et quant à moi, je vais lentement, quant à moi, je déclare qu'en ce qui me concerne, que hors même du gouvernement, s'il le faut, je me refuserai à quitter le sol métropolitain. Hors même du gouvernement, s'il le faut, ça veut dire, je ferai un contre-gouvernement. S'il y a un gouvernement français qui prétend aller à l'étranger, ou même pas à l'étranger, en Algérie, pour côté de la résistance, moi, Pétain, je ne bougerai pas, et je ferai hors de ce gouvernement un autre gouvernement. Évidemment, c'est assez effrayant parce que l'opinion publique ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Et si on voyait Pétain démissionner, je crois que Reynaud serait comblé d'effroi en disant « Mais qu'est-ce que va penser l'opinion publique ?» Pétain sait ce qu'il fait, il a déjà des connivences. Dans le gouvernement, il y a Chotan qui est en secret pour lui. Quant à De Gaulle, il y a une scène assez ridicule, intéressante tout de même, entre De Gaulle et Weygand. Weygand ne supportait pas De Gaulle. Je vous ai raconté que Weygand s'était opposé jadis aux divisions cuirassées en disant ces divisions cuirassées, c'est le bouillon de culture du communisme à l'intérieur de l'armée française. Et là, il entend le jeune De Gaulle, et Weygand est un personnage vieux, lui dire mais enfin, il y a moyen tout de même d'organiser une résistance en Afrique du Nord, et puis notamment la flotte anglaise. Alors à ce moment-là, Weygand hausse les épaules, il dit enfantillage. Les colonies, la flotte anglaise, mais je vous donne pas 8 jours, dit-il à De Gaulle, je vous donne pas 8 jours pour que les Anglais commencent à négocier avec le Reich. Le 14, Pétain a donné, on va arriver à Bordeaux, Pétain a donné rendez-vous à Bordeaux le matin, avant toute réunion du Conseil des ministres. Il a donné rendez-vous à Weygand d'une part, Darlan d'autre part, et Boutillier, troisièmement. Boutillier, c'est l'homme des finances, et on se demande pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer, on se demande pourquoi Pétain l'avait choisi pour ses confidences. C'était quelque chose de très étroit, ça va se passer au Grand Café, en face du Grand Théâtre. J'ai été assez longtemps à Bordelais pour me rappeler, le Grand Café c'est là. Et dans une salle du fond, il y aura ces 3 militaires, Pétain, Darlan, Weygand, et ceux civils, qui s'appellent Boutillier, qui disent, on ne sait pas quoi. Je crois que c'est assez facile à deviner, c'est le bloc des non-partants. Hein. Il y a des gens qui veulent partir. Il y a Lebrun qui en parle, il parle tout le temps de l'Algérie. Il y a Herriot qui en parle moins, il y a Jeannet qui en parle un peu, il y a Reynaud qui en parle beaucoup. Alors ça, c'est le groupe de ceux qui disent on va tenir ferme et on les empêchera de partir. C'est dans la nuit du 14 au 15 juin qu'arrive à Bordeaux un personnage nouveau qui s'appelle Laval. Alors, pour autant, je voudrais vous apporter une citation que j'ai trouvée dans l'illustration du 30 novembre de cette même année 40, d'un nommé Georges Suarez, qui a écrit ça, pas André Suarez, Georges Suarez, qui sera fusillé à la Libération. Eh bien, dans ce numéro de l'illustration du 30 novembre 40, il y a ceci. Laval aura tenu le premier rôle dans les événements qui ont provoqué l'arrivée du maréchal au pouvoir. Alors, il faut regarder qu'est-ce que va faire ce père Laval. Je dois vous dire que je l'ai vu. C'est la seule fois où je l'ai vu où je lui ai parlé. C'était le 16 au matin. Je connaissais bien, j'étais professeur à Bordeaux, je connaissais bien Marquet depuis des années. Nous étions assez séparés parce qu'il était socialiste dissident et moi pas. Mais en fait, je voyais de temps à autre et j'étais très content de regarder du plus près possible ce qui se passait, étant donné que les événements étaient énormes. Alors je ne sais plus sous quel prétexte, j'étais venu à la mairie vers 11h du matin, ce jour-là, le 16. Marquet sortait de son bureau, descendait l'escalier, que je montais moi-même. Alors comme nous nous croisons dans l'escalier, il est à côté de Laval, il en prend prétexte de dire « Ah, mon cher président, dit à Laval, je vous présente un jeune professeur, Guillemard. » Bon, c'est tout, j'ai eu Laval devant moi un instant. Il m'a fait tout de même une curieuse impression. Il était fripé. Pourtant, il avait passé la nuit, paraît-il, à l'hôtel Splendide, où on lui avait réservé une chambre. Mais j'ai me donné l'impression d'avoir dormi habillé. Son col blanc n'était pas blanc, et sa fameuse cravate blanche n'était pas blanche non plus.
Mais ce que je dois vous dire, au risque de scandaliser, c'est que cet homme ne m'a pas fait de mauvaise impression. Il m'a serré la main une seconde, il m'a regardé. Quand il vous regardait, il vous regardait. Je veux dire qu'il y avait une espèce d'humanité chez cet homme. Il va faire des choses que je trouve abominables. Hein. Il ne fera pas la milice, c'est Pétain qui fera la milice. Mais enfin, il fera des choses tout de même terribles. Il va dire « je souhaite la victoire allemande ». Je voudrais appeler votre attention sur un point très important, de la comparaison entre Laval et Pétain. Laval, c'est un type d'abord qui veut se venger, c'est certain. Il a une revanche à prendre contre Daladier qu'il appelle ce fumier, parce que Daladier l'a écarté du pouvoir depuis le début de l'année 36. Un homme comme Laval, écarté du pouvoir, vous savez, tenu à l'écart par le Front populaire, il y avait de quoi le mettre furieux. Bon, il veut se venger. Mais deuxièmement, attention, c'est un homme qui n'a pas de doctrine. Il n'a pas de doctrine. La France est dans un merdier, c'est pas moi qui parle, c'est lui. La France est dans un merdier. Alors il va essayer de tirer la France du merdier comme il pourra, et comme il se croit très habile, il voudrait jouer les Talleyrand. Il l'avouera plus tard, il dira « j'espérais jouer de l'Allemagne contre l'Italie quand il se défendra et qu'on le fusillera tout de même, vous savez bien. » Il expliquera ce qu'il avait voulu faire. Pas de doctrine, simplement essayer de se débrouiller dans une situation infernale. Vous avez compris? Tandis que le père Pétain, c'est pas du tout ça. Il a une doctrine, il a une idée, il sait où il va. Il a préparé lui-même le désastre. Pétain, devant le désastre, c'est une occasion à saisir. Tandis que Laval, c'est un merdier dont il faut tirer la France. Alors c'est la journée du 16 qui va être la journée décisive. C'est justement 16 au matin que je l'ai vu là-bas. Et le père Pétain, si j'ose dire, enfin, va faire son numéro, son deuxième numéro, et cette fois qui est un numéro d'ultimatum. Au début de l'après-midi, au Conseil des ministres, il va lire un texte. C'est curieux parce que quand on va interroger à son projet, on lui dira qui avait rédigé ce texte. On me l'avait apporté, dira-t-il. On. Oh, je suppose que c'était Laval. Il lit un texte, en amenant un peu. C'est un texte assez extraordinaire dont je vais vous lire la partie centrale. Les délibérations quotidiennes du gouvernement m'apparaissent comme de pures manœuvres dilatoires aboutissant à l'abdication définitive de la souveraineté française. Énorme quand on y réfléchit. Aboutissant à l'abdication définitive de la souveraineté française. Justement, ce que voudrait Lebrun, c'est garder la souveraineté française intacte, puisqu'il a peur que l'Allemagne envahisse totalement la France, et que le gouvernement français serait à l'abri de l'influence allemande en étant de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est ce que lui, Pétain, ose appeler l'abdication de la souveraineté française que prépare le gouvernement, alors que c'est lui qui la prépare. Et il annonce à la fin de son discours, reposant son papier et restant debout, « Je vous donne ma démission ». Affolement, c'est vraiment affolement. Vous l'avez déjà dit, il y a Chautemps et plusieurs autres qui sont pour lui, il y a Reynaud qui se dit « l'opinion publique ne comprendra pas, je vais désavouer par le maréchal si je suis, par l'opinion, si je suis obligé d'avouer que le maréchal a démissionné parce qu'il n'est pas content de moi ». Alors il va se tirer d'affaire, sans noblesse, vous savez, sans noblesse, le Reynaud. Il va refiler le pouvoir au maréchal. Le maréchal n'en est pas très satisfait parce qu'il aurait bien voulu que ce soit le gouvernement Reynaud qui demande la capitulation. Mais il ne le fera pas. Il dit, monsieur le maréchal, je vous donne ma démission, je donne moi ma démission, c'est vous qui allez organiser le prochain gouvernement. Mais, ce même Reynaud, qui avait dit, moi je suis pour la résistance, je suis pour qu'on n'aille pas en Algérie, je suis pour qu'on continue le combat, va dire au maréchal, écoutez, monsieur le maréchal, voilà, je vous cède la place, je vous demande en compensation de bien vouloir me nommer ambassadeur à Washington. Ça manque un peu de dignité. On sait ce qui se passe, c'était sa maîtresse, Madame Deportes, que j'ai vu plusieurs fois, je la voyais au Splendide, qui poussait des cris du reste. Enfin, tout le monde regardait Madame Deportes, c'était une espèce de harpie. Hein. Et je crois qu'il était terrifié par Madame Deportes. C'était elle qui le poussait à abdiquer, en disant il faut une compensation, sa compensation sera à Washington. Il n'aura pas à Washington, et puis Madame Deportes se tuera rapidement dans un accident de voiture. Toujours est-il, il y a la place est libre, alors le maréchal prend le pouvoir, et Lebrun est étonné, il n'aurait pas dû l'être, de la facilité avec laquelle va se constituer le prochain ministère. Il était tout près, le ministère. Pétain avait sa liste dans sa poche. Si bien que c'est en fin d'après-midi que Reynaud a démissionné, et quelques heures plus tard, Pétain s'amène chez Lebrun et lui dit « Monsieur le Président, voilà la liste de ministres. » Tout était prêt. Je dois vous dire que c'est l'entrée en force des militaires au pouvoir, c'est assez curieux, c'est au moment d'un désastre que les militaires sont les plus brillants. Alors vous y voyez Pétain d'abord, qui est le maréchal, vous y voyez Darlan, vous y voyez Végan, vous y voyez un autre général qui s'appelle Colson, vous y voyez un autre général qui s'appelle Pujol. Pujol aura l'air et Colson sera ministre de la guerre. Enfin, une admirable pléiade de militaires qui vont honorer la France. Ça y est, le gouvernement est constitué et dans la nuit même, ce gouvernement va naturellement demander l'armistice. C'est donc dans la nuit du 16 au 17 juin que Pétain, qui est devenu président du Conseil, fait par l'intermédiaire de l'Écurica, qui était l'ambassadeur de Franco auprès de lui, fait les premières avances en vue d'un armistice. Il faut que l'on sache à quel point Hitler en a été rempli de joie. Il a bondi de joie, positivement. Bondi de joie.
Parce que c'était une chose tellement invraisemblable ce qui se produisait. C'était la merveille des merveilles. Il avait dit à Rauschning, vous vous rappelez, c'est la fameuse histoire de Rauschning, et Hitler m'a dit, c'est le plus invraisemblable qui sera le plus certain, lui avait-il dit. Ben, en effet, c'est invraisemblable ce qui se passe. Est-ce que vous en rendez compte? Regardez les nations qui avaient été jusqu'à présent écrasées par Hitler successivement, prenons-les, il y a eu la Tchécoslovaquie, il y a eu la Pologne, il y a eu le Danemark, il y a eu la Norvège, il y a eu le Luxembourg, il y a eu la Hollande, il y a eu la Belgique. Dans toutes ces nations, le gouvernement était parti à l'étranger. Hein. Hitler n'avait obtenu jamais, nulle part, qu'un gouvernement subsiste sous son contrôle. Seul en France. Et avec qui? Avec le personnage le plus prestigieux. Un monsieur qui s'appelait le maréchal Pétain, qui était soi-disant le vainqueur de Verdun. Alors ce qu'Hitler n'a pas obtenu de tous les autres gouvernements qui sont partis à l'étranger, il l'obtient du maréchal Pétain. C'est prodigieux, la reine Wilhelmine avait envoyé à ses sujets, puisque c'est le mot, un message radio, que lorsqu'elle avait appris que les Allemands n'avaient pas pu trouver, comme Gauleiter, vous savez, ça veut dire comme patron, comme contrôleur général, un Hollandais. Ils avaient été obligés de faire appel à un Autrichien, je crois, qui s'appelait Seyss-Inquart. Alors Wilhelmine avait envoyé un message radio à ses sujets en disant « Hitler n'a pas pu trouver quelqu'un de chez nous pour faire son métier. Cette ignominie, du moins, nous aura été épargnée, dit la reine Wilhelmine. » Ben voyez-vous, cette ignominie n'est pas épargnée aux Français. Parce qu'il est un Français, et même un maréchal, qui allait faire la politique d'Hitler, avec un gouvernement qui n'avait d'existence que par la permission de l'Allemagne, et avec des décrets qui allaient être signés Philippe et contresignés dans l'ombre Adolphe. Alors je comprends qu'il soit content. Hein. Savez-vous ce qu'il avait fait ce premier jour, le 17 juin? Il a dit, c'est le cœur serré. J'ai entendu, hein, j'étais à Bordeaux, j'ai entendu cette voix chevrotante. C'est le cœur serré français que je vous dise qu'il faut cesser le combat. Puis on lui dira tout de suite, mais il ne fallait pas dire une chose pareille. Il fallait dire qu'il faut tenter de cesser le combat, parce que qu'il faut cesser le combat, ça veut dire qu'on accepte d'avance les conditions de l'armistice, quoi qu'elles fussent. Oui, il s'en est aperçu. Alors à l'officiel, il n'y aura pas qu'il faut cesser le combat, mais qu'il faut tenter de cesser le combat. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est les ordres que va donner immédiatement le ministre de la Guerre, qui s'appelle le général Colson. Défense est faite à toutes les forces françaises qui sont encore dans les garnisons, de se replier. Il faut attendre l'arrivée des Allemands, attendre. Et toute infraction entraînera comparution devant les tribunaux militaires. À la suite de quoi, le général commandant de la 18e région va prescrire ceci. Il faut rassembler les armes et les munitions dans un même local, attendre sur place l'arrivée d'ennemis pour remettre ses armes, et sortir un coup de fil, bien entendu. Les officiers qui n'exécuteraient pas ces ordres seront traduits en conseil de guerre. C'est admirable. Alors, vous imaginez la rafle de prisonniers et de matériel de guerre que les Allemands vont pouvoir faire. Mais ce qui m'intéresse terriblement, capitalement, parce que je l'ai vu, c'est la jubilation. Complètement déshonorante. Le mot n'est pas de moi, il est de M. Chauvel, dans son admirable livre qui s'appelle Commentaire. Cette joie, cette jubilation complètement déshonorante qui était affichée à Bordeaux par tous ceux qui enfin voyaient la République par terre. Je me rappellerai toujours ce que j'ai vu devant la cathédrale de Bordeaux, c'était le 17 dans l'après-midi. Il y avait Philippe Henriot, vous savez, député de Bordeaux, qui était d'extrême droite, qui était entouré d'un groupe de camelots, je les connaissais, de camelots d'Action française, et qui est là, mais venez, mais il n'agite pas. Enfin, il était ricanant, jubilant, exaltant, en disant ça y est, on a gagné. On a gagné quoi? Ben, la République qui est par terre. Et savez-vous que Deloncle, c'était un homme du Czar, quand il va voir qu'effectivement la République est par terre, va écrire à sa femme cette lettre qui a été publiée, enfin la République est renversée et j'y ai eu ma petite part. Oui, ben ces gens jubilent en effet, mais ils n'ont pas encore tout à fait gagné parce que la République n'est pas encore tout à fait par terre et c'est là où on va voir agir avec une grande habileté Laval. Voilà comment il va faire Laval. Hein. Il va essayer de persuader premièrement aux républicains qui sont là, qui restent en principe lui aussi républicain. Il va leur persuader que c'est une mauvaise idée de partir à l'étranger, il faut rester sur sa nationale, il y aura des choses à faire. Et du reste, j'ai envie de vous le dire, mais en baissant un peu la voix, je crois qu'il a une sorte de complice, un peu secret en la personne d'Herriot. Autant le Brun aurait voulu partir à l'étranger, pas à l'étranger, puisqu'à ce moment-là, paraît-il, l'Algérie, c'était la France. Bon, il est parti pour l'Algérie. Autant Herriot manifestait peu d'enthousiasme, mais il y a même eu un jour, c'était le 20 juin, où il avait été décidé que le gouvernement allait partir, et déjà des ordres avaient été donnés à la mairie de Perpignan pour accueillir là le président de la République, qui allait prendre le lendemain pour vendre un bateau pour l'Algérie. Herriot n'avait pas bougé. Tandis que Jeannet, qui était président du Sénat, avait cru que c'était vrai qu'on partait, il était même parti jusque vers Toulouse, et on le rappellera, parce que Laval avait agi avec beaucoup d'habileté, avait obtenu du maréchal qu'il donne des instructions aux membres de son gouvernement, en disant, mais ne partez pas, vous savez, mais rien ne presse. Les Allemands n'ont pas encore franchi la Loire, ce qui était absolument faux. Les Allemands approchaient. Mais il fallait à tout prix retenir le vin. Comme le Brun
avait l'intention de partir, il va voir surgir dans son bureau vers 14h30 le 21 une horde. Il y a Laval qui est à la tête et il y a M. Bonnet, vous savez, ministre des Affaires étrangères Bonnet, dont je vous ai indiqué un certain nombre de comportements. Il y a Marquet aussi. Et ils vont se comporter, ces types. Vous savez, dans le bureau du père Lebrun, qui n'a jamais entendu de choses pareilles, ils vont l'engueuler. On va voir Laval qui va lui dire, écoutez, si vous prétendez partir, ben, vous ne remettrez plus jamais les pieds ici en France, jamais. Parce que vous serez un déserteur et nous, on va organiser un gouvernement contre vous. Interloqué, vous êtes effrayé, puis alors les réponses que vont faire les Allemands à l'armistice, qu'est-ce que vous demandez? Les Allemands, qui se sont entendus avec Mussolini, ont dit on ne va rien demander immédiatement, on va demander simplement une cessation des hostilités, on ne parlera pas du contenu de la paix. Il a dit à Mussolini, calmez-vous, Mussolini nous avait attaqué, j'ai oublié de vous le dire, le 10 juin. Mussolini avait ses arrière-pensées, il voulait prendre la Tunisie, la moitié de l'Algérie, pas le dire, hein, pas le dire maintenant. Et au contraire, dans l'armistice, dire on ne touchera pas à la flotte française qui maintiendra la sauvegarde des intérêts coloniaux de la France. Je suis sûr que Pétain lui-même sait bien qu'il y a une menace sur la flotte et sur les colonies. Mais il veut faire croire, il est trop content de faire croire, ou à ceux qui l'entourent, au membre du gouvernement, vous voyez, il ne demande rien de très grave. Alors maintenant, il s'agit d'obtenir ce que l'on voulait, c'est-à-dire le renversement de la République. Ben, ça sera à pas feutré. Là, je vais vous donner une phrase qui a été écrite par Dumoulin de la Barthette, chef de cabinet de Pétain, qui racontera ceci. Je n'aurais rien pu faire. M'a dit Pétain, c'est Dumoulin qui parle, rien pu faire sans Laval. Il a été inouï. Il a d'abord retenu les gens qui voulaient fuir, puis il les a dirigés sur Vichy bien sagement, bien gentiment. En effet, qu'est-ce que Laval fait dire aux parlementaires qui sont là nombreux? Ben, vous savez, il faudra modifier la Constitution. Alors pour modifier la Constitution, il faut ce qu'on appelle une Assemblée nationale. Ça veut dire réunion à la fois de la Chambre et du Sénat. Puisque le maréchal a décidé de s'établir à Vichy, on dit pourquoi pas. C'est à Vichy que tout le monde doit se réunir. Alors venez là, et puis gentiment, familièrement, on modifiera la Constitution française par des pleins pouvoirs. Ce mot plein pouvoir, vous savez, ça ne terrifie pas les députés, ils sont habitués à ça. Ils sont dans des pleins pouvoirs à Dieu sait combien de gens. Poincaré les a eu, Daladier lui-même les a eu, les pleins pouvoirs. Alors ça ne paraît pas terrifiant de donner de pleins pouvoirs à Pétain, mais c'est qu'ils ne savent pas vers quoi ils vont, ces malheureux députés et sénateurs. Pourtant, ils auraient dû être avertis par un discours que le 8 juillet, Laval avait prononcé, en disant ceci: la démocratie parlementaire a perdu la guerre. Ce pas les généraux, les généraux ils sont pour rien, c'est la démocratie parlementaire qui a perdu la guerre. Elle doit donc, disait Laval, le 8 juillet, céder la place à un régime autoritaire et hiérarchisé. Ça c'était assez clair. Oui. Assez clair, mais M. Herriot va arranger les choses, puisque le jour où on va voter, c'est-à-dire le 10 juillet au matin, le président Herriot va faire un discours parlant de ça. Vénération, vous entendez dire? La vénération à l'égard du maréchal, et disons, prenons garde de ne pas troubler l'ordre qui s'est établi sous son autorité. Ça veut dire blanc-seing au maréchal Pétain pour ce qu'il doit faire. Alors ça y est, on lui vote les pleins pouvoirs pour la modification de la Constitution. Savez-vous quel chiffre? Il y avait 649 votants, et 569 votaient oui. Il n'y aura que 80 opposants. Et c'est la chambre du Front populaire, il ne faut pas l'oublier. C'est la chambre de 36. Mais cette chambre de 36 qui avait été tellement gentille pour accepter tout ce qu'on lui avait réclamé, la voilà maintenant qui, dans une immense majorité, va dire plein pouvoir au maréchal Pétain. Il est vrai qu'elle ne sait pas ce que le maréchal prépare. Alors là, il faut que nous regardions de près ce qui va se passer. Le 10 juillet, on lui vote les pleins pouvoirs de modification de la Constitution. Et voilà que le 11 juillet, à l'officiel, soudain, il y a un acte constitutionnel numéro 1 que voici. Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, déclarons assumer les fonctions de chef de l'État français. Hein, c'est pas autre chose. C'est tout à fait différent. Le 17, il avait annoncé à l'opinion publique, français, à ce moment-là on ne disait pas française, français. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'ai pris les pouvoirs. À l'appel de Monsieur le Président de la République. Il n'y a plus maintenant de Monsieur le Président de la République, il y a, j'assume les fonctions de chef de l'État français. Bon, Debrun était chef de l'État, il n'y avait encore rien dans ces mots qui soit redoutable. Mais il y avait un article constitutionnel numéro 2, je vais lentement, qui déclarait abroger la loi constitutionnelle du 25 février 1875. Et les journaux avaient reçu l'ordre de ne pas reproduire cette loi constitutionnelle du 25 février 1875, qui est tout simplement celle par laquelle la République est établie en France. Par conséquent, sournoisement et clandestinement, la République était renversée. Définition de Vichy, définition du maréchal, et bien c'est Bernanos qui leur a donné la meilleure. Vichy, la Révolution nationale et Pétain, c'est le triomphe d'une minorité impopulaire qui depuis 20 ans cherchait en vain électoralement sa chance et qu'il a trouvé dans le désastre de la nation.
Et notre conclusion, je pense, c'est que votre vision de l'histoire, en effet, comme le disait Raphaël, sert une vision politique. La question aujourd'hui est de savoir, vous parlez très souvent de guerre civile, vous expliquez que vous craignez la guerre civile, mais la guerre civile, elle vient quand des systèmes s'affrontent sans pouvoir débattre, sans pouvoir se répondre. La guerre civile, c'est les guerres de religion, justement, protestants contre catholiques, où chacun est persuadé qu'il détient la seule vérité, cette pensée monothéiste qui est exactement celle que vous construisez dans votre livre. Et moi, c'est ça qui me dérange. Quand je vous parle de l'absence totale de pensée dialectique chez vous, c'est que vous êtes dans un bloc, dans une pensée monothéiste, et tous ceux qui ne pensent pas comme vous sont immédiatement rejetés dans ce camp fantasmé de la gauche ou les angélistes ou les laxistes. Et en cela, à aucun moment, vous ne prenez la responsabilité de dépasser les affrontements pour essayer d'éviter ce danger gravissime de la guerre civile. Une poignée de secondes. Mais Natacha, excusez-moi, la guerre civile, si guerre civile il y a, elle se fera avec l'islam. Donc il n'y a aucun rapport avec ce que vous dites. C'est le seul sujet. Il y aura l'islam plus les collabos de l'islam, et il y aura en face les gens qui essayeront de sauver la France. Il y a aussi ces haines qui montent par l'incapacité à débattre avec les gens qui ne pensent pas comme vous. Votre problème n'est pas d'être dogmatique, votre problème n'est Ça se passe bien, votre affaire, là. Alors, comment trouves-tu, toi, quel spécialiste? Non, mais dis-moi. Je vais te dire la vérité. Le premier jour de l'émission de Laurent, donc la tienne par ricochet, je lui ai envoyé un texto sans attendre les résultats du lendemain matin en lui disant c'est gagné, quoi. Parce que c'est bien boutiqué. Faut dire que c'était vraiment chaud, hein. C'était drôle. C'est bien boutiqué, c'est bien produit, tu vois, il y a tout ce qu'il faut. C'est après moi. Qu'est-ce que tu veux? On se refait pas. Moi, je passais 20 minutes à interviewer Bret Easton Ellis, mais là, si tu veux, non. Hein. C'est ça crache, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interview. Moi, je fais des interviews un peu longues, un peu en profondeur. C'est vrai. Casse-couille, il faut dire la vérité. Bon. Oui, mais regarde, je trouve le débat. Mais là, on a un peu de temps. En plus, je trouve pas. Sincèrement, je trouve pas. Non, mais je sais bien, mais c'est pas grave. Moi, ça me plaisait. Mais là, si tu veux, il n'y a pas. On peut le dire maintenant. On peut le dire. C'était casse-couille. À la santé de cette rentrée, à nos nouvelles vies, où toutes les émissions ont marché. Contrairement à ce qu'on a commencé. Vraiment non plus. Ça porte malheur. Ruquier, ça marche. Ah oui, on a fait 30. T'as vu, on a fait 30. Ça marche. Chiffre et les lettres, ça marche. Moi, je me dis attention, parce que là, le journal marche. Ouais, il faut bien qu'il y en ait une, elle, ça marche. Il faut bien qu'il y en ait une qui marche pas. Je suis très inquiet sur. Vous dites que vous êtes attaché à notre terre, c'est très bien, je le suis. Mais je vous ai entendu, à l'époque où vous sévissiez sur une chaîne du service public sur la 2, pour ne pas la nommer, que vous étiez d'origine berbère. Bon, donc vous êtes attaché à votre terre. Non, pourquoi ne pas retourner en Kabylie, par exemple? Non, là vous dites n'importe quoi. Eh non, c'est vous qui avez dit, c'est pas moi. Hein. Non, j'ai dit...